se retrouve dans une vidéo dédiée à la dissertation, à la méthodologie de la dissertation et plus particulièrement de l'introduction de la dissertation. Alors c'est une méthodologie qui pourra vous être utile en histoire, en français, en philosophie, que vous soyez au lycée, à la fac ou en prépa, mais surtout au lycée et en prépa. J'ai décidé d'aborder ce sujet puisque j'ai moi-même fait énormément de dissertations, puisque j'ai fait 3 ans de prépa et puis qu'avant j'en ai fait un peu au lycée, mais je considère vraiment avoir appris à faire des dissertations plus en prépa. J'ai également fait beaucoup de commentaires de textes puisque j'étais en spécialité lettres modernes, mais je reviendrai dans une autre vidéo dédiée aux commentaires spécifiquement. La dissertation, j'en ai fait tellement ces 3 dernières années que j'ai décidé de dédier mon mémoire de master à la dissertation et aux commentaires, à la manière de les enseigner. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous donner mon expérience de la dissertation et en particulier vous donner ma méthodologie de l'introduction. Une méthodologie qui, à force d'en faire, est rentrée, intégrée dans mon cerveau. Je serai capable de la réciter par cœur et vous allez voir qu'à force d'en faire, ça va vous aussi rentrer par cœur dans votre tête. La méthodologie, c'est super important parce que c'est ce qui va définir finalement l'ensemble de votre copie, sa structure, sa tête finalement. Et une dissertation, à un concours ou un examen, on le sait, il faut que ça corresponde à un certain canon, à un certain modèle auquel il est difficile de déroger. Alors même s'il y a des petites différences selon les niveaux, selon les matières, selon les professeurs, la dissertation reste tout de même relativement similaire. Alors, l'introduction de la dissertation maintenant. Je reviendrai donc sur les autres parties de la dissertation, le développement, la conclusion, l'analyse de sujets au brouillon. Dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce qui vous serait utile à propos de la dissertation et du commentaire. Et ici, on va se focaliser vraiment sur l'introduction. L'introduction, c'est la vitrine de votre magasin, c'est le gouvernail de votre navire. On dit souvent qu'un correcteur juge une copie à la tête d'une introduction et c'est déjà dans quelle gamme de notes se situe la copie. Donc il faut vraiment tout faire pour que cette introduction soit presque parfaite. En fait, elle va poser le problème ou les problèmes, elle va aussi dresser le plan, le chemin que vous allez suivre pour répondre à ce problème. Par quoi elle commence cette introduction? Elle commence par une phrase ou plusieurs phrases qu'on dit d'accroche. L'accroche, c'est vraiment la vitrine de votre introduction. L'idée, c'est d'accrocher le regard du correcteur, de votre lecteur. Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui lit votre copie, il faut lui donner envie d'aller plus loin. Et clairement, quand vous voyez quelque chose de beau à la vitrine d'un magasin, vous avez envie de rentrer dans le magasin. Ben là, c'est pareil, quand vous voyez une belle phrase d'accroche, vous avez envie de rentrer dans la copie. Cette phrase d'accroche, ou ce petit paragraphe d'accroche, il va servir progressivement à amener le sujet. C'est pour ça que l'accroche ne doit jamais être détachée du sujet, il faut toujours qu'il y ait un rapport, n'allez pas chercher A alors que le sujet c'est Z. Dans ce cas-là, l'accroche ne servira à rien et elle vous desservirait plutôt qu'autre chose. Alors qu'est-ce que peut être l'accroche? L'accroche, il y a 3 grands types d'accroches selon moi. La première et la plus utilisée, c'est la citation. Vous pouvez prendre un extrait d'une œuvre, un extrait d'ouvrage théorique, une citation de philosophe, une citation d'historien, une citation de personnage célèbre et la mettre en rapport avec votre sujet, bien évidemment en citant l'auteur, la source et la date, etc. Mais ça peut aussi être un peu plus général, du type un dicton, quelque chose du genre. Deuxième type d'accroche que vous pouvez faire sont des accroches qui sont un peu plus générales, sans être trop vagues, parce qu'une accroche trop vague n'entame pas très bien la copie. En étant plus large, mais tout de même relativement précis, on peut partir d'une notion, on peut partir d'un débat littéraire en littérature, on peut partir d'un événement historique, on peut partir d'un débat philosophique aussi en philosophie, on peut partir d'une constatation quotidienne, ça marche aussi. Surtout en philosophie. Dernier grand type, mais il y en a d'autres, des types d'accroches, c'est la référence à une œuvre précise mais sans rentrer dans la citation. Donc bien évidemment, vous faites référence à l'auteur, à l'œuvre, à son contexte et vous introduisez ensuite le sujet. Si vous n'avez pas d'accroche, si vraiment vous n'avez aucune idée qui vous vient comme ça, moi ce que je vous conseille vraiment c'est de ne pas faire d'accroche. L'accroche est vraiment facultative dans la mesure où si vous faites une accroche mais qu'elle n'a aucun rapport avec le sujet, ça va vous desservir comme je vous le disais. Dans ce cas-là, vous passez directement à la deuxième étape qui est la définition et l'analyse des termes du sujet et qui est l'étape, selon les correcteurs, la plus importante.
En effet, s'il y a beaucoup de hors-sujet en dissertation, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas définir les termes du sujet. Et pour moi, il y a deux étapes dans cette définition. Il y a tout d'abord une définition isolée, où vous prenez le mot hors contexte, ce qui signifie, n'allez pas chercher des définitions trop compliquées, hein, vous n'êtes pas un dictionnaire bien évidemment, mais prenez ce qui vous vient spontanément à l'esprit, vous êtes capable de définir à peu près tout arrivé à un certain stade de votre scolarité. Avec vos propres mots, essayez de définir les particularités, les caractéristiques d'un mot, et évitez de faire par reformulation, par synonyme, parce que ça ne va pas vous avancer à grand chose. Il faut aller plus loin et vous dire, tiens, qu'est-ce que je peux raccrocher à cette notion-là ? Alors évidemment, quand vous avez des sujets longs, notamment en français, des grandes citations, vous n'allez pas définir l'intégralité des mots, ce serait beaucoup trop long. Dans ce cas-là, vous sélectionnez des mots-clés ou des expressions clés qui vous paraissent importantes au vu du sujet. Mais quand vous avez des sujets courts, il faut faire attention parce que chaque mot peut être important, y compris des articles. En philosophie, ce n'est pas la même chose que le. N'est-ce pas? N'oubliez pas aussi de cerner, avant de définir les termes du sujet, de cerner quels termes sont vraiment important à définir. Et ensuite, dans un deuxième temps, après une définition donc, de manière isolée, il va falloir ramener cette définition dans le contexte de la citation, puisqu'un mot peut être polysémique, et trouver un certain sens selon la citation. Il peut aussi avoir donc, plusieurs sens, comme je disais, et dans ce cas-là, il faut jouer sur ces plusieurs sens. C'est souvent ce qui est demandé en français ou en philosophie. Confronter ensuite les termes entre eux, les définitions que vous avez trouvées, et souvent, vous allez voir que plusieurs termes ont des définitions qui s'opposent. Et de là naît un problème, une problématisation. Troisième étape où je vais regrouper problématisation et problématique en vous expliquant bien la différence entre les deux. La problématisation, c'est un espèce de truc hybride qui va faire la transition entre vos définitions pures et simples des termes du sujet et la problématique, un problème, la ligne directrice de votre dissertation, à laquelle votre dissertation va répondre. C'est pour cela que cette problématisation est importante, parce que vous ne pouvez pas passer d'une simple définition, juxtaposition, définition des termes du sujet, à une problématisation. N'oubliez pas non plus de bien rementionner votre sujet dans la définition des termes du sujet, éventuellement dans la problématisation. Il faut qu'à un moment donné ou à un autre, on puisse relire de but en blanc le sujet qui vous a été donné au sein de votre copie. Le correcteur n'est pas censé avoir le sujet devant lui. Alors évidemment, au bac, vous allez me dire, mais tout le monde a le même sujet, le correcteur il commence à le connaître au bout de 15 copies. Oui, mais en fait, il faut pas partir de ce principe-là, il faut vraiment imaginez que notre correcteur c'est un lecteur lambda et il a besoin de tout savoir et il est un peu... faut imaginer qu'il est un peu novice, qu'il ne sait pas. C'est à vous de le guider, c'est vous qui menez votre dissertation d'une main de maître. Il faut vous imaginer que dans 15 ans on peut la relire votre dissertation et dans 15 ans il faudra qu'elle soit toujours aussi claire même si on n'a pas le contexte qui va autour. Confronter les atomes de définition qu'on a fait auparavant. Confronter ça veut dire quoi? Ça veut dire voir ce qui est contradictoire, ce qui se ressemble, ce qu'on peut mettre ensemble, éventuellement nuancer et amener peu à peu à la création d'un problème majeur. Alors d'un problème, qu'est-ce que c'est qu'un problème? C'est un nœud, c'est une question à laquelle on va répondre tout au long de notre dissertation et on se trouvera la réponse, notre propre réponse, à la fin, dans la conclusion. Alors évidemment, votre problématique, elle vous est propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une problématique, une seule solution comme un problème en maths. Non, 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 c'est vous qui créez un problème. Il faut que ce problème, évidemment, corresponde au sujet et ne soit pas hors sujet. Il ne faut pas qu'il soit trop simple, il ne faut pas qu'il soit trop tiré par les cheveux. Donc une problématique, quand elle commence à faire 3 lignes, c'est qu'il y a un problème. Quand elle fait que 2 mots, c'est qu'il y a aussi un problème. Il faut essayer de trouver un juste milieu. Alors il y a aussi la question de est-ce qu'une problématique est formulée forcément sous forme d'une question? Moi je vais vous dire, au début, c'est plus simple de la formuler sous forme d'une question quand on est au lycée. Mais c'est vrai qu'en prépa, surtout pour les commentaires de texte, mais ça m'arrivait aussi en dissertation, plutôt qu'une question, de proposer une affirmation qui a plus vocation à être une interrogation. On peut aussi poser ça sous forme de question indirecte, mais il faut, attention, bien maîtriser l'art de la question indirecte. Vous avez finalement 3 possibilités de formuler votre problématique. Soit ça peut être une question,
soit ça peut être une question sous forme indirecte, ou alors, troisième possibilité, vraiment une phrase affirmative, déclarative, qui va amener ensuite à un questionnement auquel va répondre la dissertation. Il faut vous dire aussi que votre questionnement, il doit être assez pointu, assez précis pour que vous puissiez développer 2 à 3 parties sur ce questionnement. C'est pour ça que ça doit être quand même complexe et que ça doit forcément découler de votre analyse des termes du sujet, de la confrontation et donc de la problématisation. La problématisation, c'est la mise en problème. C'est la réflexion que vous allez avoir autour des termes que vous avez définis qui va vous amener à votre problématique finale qui est le produit de cette réflexion, de cette problématisation. Est-ce que vous voyez un petit peu le cheminement? C'est complexe. La 4e étape de votre introduction est la dernière étape qui est l'annonce de plan. Alors, il est vrai qu'en philosophie, certains professeurs ne veulent pas d'annonce de plan. Mais moi, ce que je vous recommande, surtout au lycée et puis même après dans le supérieur, c'est de toujours faire une annonce de plan. En français et en histoire, on vous la demandera toujours. Donc, l'annonce de plan, c'est ultra important. Qu'est-ce que c'est que l'annonce de plan? C'est tout simplement annoncer vos grandes parties. N'annoncez pas vos sous-parties, évidemment. Au brouillon, c'est bien d'avoir un grand 1 et une phrase claire et définie que vous allez pouvoir intégrer à votre annonce de plan. L'annonce de plan, c'est dans un premier temps, nous verrons, dans un deuxième temps, nous analyserons, ou dans un troisième temps, nous étudierons, nous verrons. Il faut essayer de varier aussi les formulations, vous voyez. Après, vous n'êtes pas obligé de faire dans un premier temps, dans un deuxième temps, dans un troisième temps, parce que ça fait assez lourd finalement. Ça, je vous conseille plus au lycée. Mais après, dans le supérieur, on va viser à être plus subtil. Moi, je sais que vers la fin, je disais, nous étudierons tout d'abord dans quelle mesure, ceci, cela. Puis, avant de nous pencher sur la question de voilà, pour nous demander finalement si ce n'est pas ceci la bonne réponse. Vous voyez, un espèce de cheminement un peu plus souple et qui paraisse un peu plus naturel et épouser le cours de la pensée. Pensée bien évidemment qui reste structurée et construite. C'est à ça que sert un plan, c'est pour que vos idées ne soient pas juste des idées juxtaposées, un amas d'atomes, d'étoiles qui ne soient pas organisées. Il faut que vraiment ce soit ordonné, c'est le maître mot de la dissertation et du commentaire. Comment est-ce qu'il faut que ce soit ordonné? À partir du plus évident, hein. Votre grand 1, c'est vraiment une partie qui ne doit pas non plus être extraordinaire. Un plan doit donc être progressif, il faut partir du plus évident pour aller progressivement à quelque chose de plus subtil, de plus fin, de plus recherché, qui va aboutir ensuite à votre conclusion et donc à une réponse. Il faut toujours avoir une réponse à la problématique posée au départ. Et la problématique doit vraiment être la ligne directrice, le gouvernail de votre bateau. Vous ne devez jamais vous en détacher parce que sinon votre dissertation sera disloquée. Il faut que le plan obéisse à cette problématique. La deuxième partie, si c'est pas votre dernière partie, souvent elle s'oppose, alors avec nuance, mais souvent elle s'oppose, elle sert d'antithèse à la première affirmation qui est une thèse. Évidemment, plus vous allez avancer dans les études, c'est-à-dire après le lycée, et plus on va vous demander à ce que cette opposition schématique ne soit pas si schématique et qu'elle soit un peu plus nuancée. Mais malgré tout, je trouve que ce plan fonctionne. C'est celui que j'utilisais le plus souvent. En nuançant finalement le propos, ça passait tout à fait. Alors la dernière partie, on appelle ça souvent une synthèse ou plutôt un dépassement. Parce que la synthèse, souvent, c'est un peu le peut-être. Vous savez, après le oui, non, peut-être. Mais le peut-être est un peu faible et on peut pas terminer une copie. J'avais un prof qui disait, la troisième partie, ça doit être un morceau de bravoure. C'est-à-dire, ça doit être une partie où on dit quelque chose de singulièrement pertinent auquel on n'aurait pas pensé comme ça. Alors comment est-ce qu'on fait pour être singulièrement pertinent après avoir répondu par oui et par non? Eh bien tout simplement on va dépasser le sujet. J'ai jamais trop compris ce que ça voulait dire dépasser le sujet, jusqu'à temps que en français vraiment j'ai des révélations. Qu'est-ce que le sujet voulait vraiment dire? En fait je reposais le sujet d'une nouvelle manière et je me disais j'ai considéré que cet aspect-là du sujet. En troisième partie, il faudrait que j'ai un œil extérieur, un autre angle d'attaque, que je puisse apporter une réponse frappante pour ma problématique et que finalement la troisième partie, vous savez, c'est un peu la personne qui est fière d'elle et qui dit aux deux autres qui se battent, non mais attendez, là, votre débat, il n'a pas lieu d'être, moi j'ai une réponse qui en fait dépasse toutes vos objections puériles. C'est un peu ça, hein. La troisième partie, elle se la pète un peu. Il faut essayer de trouver quelque chose qui dépasse les deux autres parties clairement
et qui puisse apporter une réponse néanmoins convaincante. Je vais pas vous cacher que moi souvent ma troisième partie était un peu bancale et à ma grande surprise elle passait. Bon, pas dans tous les cas, hein. Mais en tout cas il faut que vous ayez votre plan dès l'introduction bien délimité pour qu'on puisse savoir où est-ce que vous allez. Alors maintenant, on va passer du point de vue de la forme, comment est-ce que doit se présenter une introduction. Une introduction, ça doit pas être un bloc de foie gras ou je sais pas où de pâté, ça doit vraiment avoir une forme qui donne envie de la lire. Si vous avez déjà 4 pages d'introduction, il y a un problème. L'introduction, en règle générale, elle fait entre une demi-page, ça c'est vraiment quand vous êtes au lycée au tout début, hein, et une page et demie, 2 pages. En histoire particulièrement, je faisais 2 pages parce qu'en histoire il y a plus d'étapes dans l'introduction. Et je vais revenir sur les particularités de l'introduction en histoire, en prépa. C'est une introduction qui est légèrement plus longue que celle de philosophie et de français. Généralement celle de philosophie était la plus courte. Elle faisait 1 à 1 page et demie. Celle de français était souvent entre 1 page et demie et 2 pages. Et celle d'histoire souvent grattait les 2 pages. Alors j'ai une écriture plutôt moyenne. Donc si vous avez une grosse écriture, ça peut un peu aller au-delà. Mais ne faites jamais plus de 2 pages en introduction parce que vous rentrez dans le développement. Le développement, il faut attendre le développement pour le faire. Aussi, il doit y avoir plusieurs paragraphes pour que ce soit lisible. Alors moi, généralement, ce que je faisais, c'est que quand j'avais une grande accroche, j'essayais de la séparer un peu typographiquement du reste, c'est-à-dire que je refaisais un alinéa quand je commençais vraiment à analyser le sujet. Mais souvent, je mettais l'accroche avec l'analyse des termes du sujet parce que l'accroche doit amener le sujet logiquement. Donc les deux doivent être liés. Donc souvent j'avais une espèce de gros premier bloc. Et ensuite, quand j'annonçais la problématique, je détachais typographiquement la problématique en faisant un alinéa. Pas de saut de ligne, parce que saut de ligne c'est vraiment changement entre introduction et développement, entre les parties du développement et entre le développement et la conclusion. Mais au sein de l'introduction, qui est un même ensemble, on peut revenir à la ligne et faire toujours un alinéa pour séparer les paragraphes. Donc ma problématique, et ensuite je refaisais un alinéa, un retour à la ligne pour mon annonce de plan. Donc généralement mon introduction faisait entre 4 et 3 parties, pas plus, pas moins, mais il faut que ce soit lisible et souvent le chiffre 3, vous savez c'est un peu le nombre d'or de la dissertation, hein. 3 parties de l'intro, 3 parties, 3 grandes parties, 3 sous-parties, 3 sous-sous-parties pour ceux qui veulent vraiment tirer la ficelle un peu trop loin. Finalement je vais revenir donc sur la spécificité de l'introduction d'histoire, puisque en histoire il y a quelques petites étapes à ajouter en plus qui font partie de l'analyse des termes du sujet. En histoire, vous devrez définir les bornes chronologiques et les bornes géographiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, généralement, vous avez un sujet qui se présente sous la forme affirmative avec une borne chronologique. Donc, par exemple, moderniser la Chine de 1842 à 1949. Il faut définir en fait ce que c'est que 1842 dans le contexte du sujet. C'est-à-dire ne pas dire 1842, ne pas faire un état général de la Chine, mais faire un état général de la Chine en fonction du sujet, c'est-à-dire moderniser la Chine. Est-ce qu'en 1842, la Chine est moderne? Réponse non. C'est que, ou quasiment que des paysans qui cultivent la terre avec des faux et des charrues. Voilà. Ensuite, on va voir ce qui se passe en 1949. Et en 1949, on dit voilà, c'est l'instauration de la République populaire de Chine. Dire par exemple que la RPC a réussi à gagner face au camp adverse des nationalistes grâce à la modernisation de leur équipement militaire. Il faut faire résonner les dates avec le sujet lui-même et ne pas juste dire oui en 1949 c'est l'instauration de la RPC. Oui, mais c'est quoi le rapport avec le sujet? Voyez. Donc en histoire, il faudra vraiment veiller à cela, surtout en prépa. Là je parle vraiment pour les prépas. Il faudra faire un bornage également géographique, c'est-à-dire la zone de laquelle le sujet parle. En l'occurrence, dans moderniser la Chine, on parle vraiment de la Chine, donc le pays à l'époque, beaucoup plus grand que ce qu'on a aujourd'hui, et va rétrécir parce qu'il se fera grignoter par des pays avoisinants. Il faut expliquer aussi par rapport au sujet l'impact géographique. Moderniser la Chine, oui, mais moderniser quelle Chine? Puisque la Chine c'est gigantesque comme pays, il y a un grand désert au milieu et ce sont finalement plutôt les zones côtières qui vont être au contact des Occidentaux qui vont se développer et se moderniser considérablement, tandis que l'arrière-pays restera encore très paysan et on le voit encore aujourd'hui, il y a vraiment un contraste entre les villes de la côte, Shanghai, Pékin, Canton, Hong Kong et villages qui sont perchés en haut de la montagne, dans le Guangzhou ou je ne sais quel
régions du centre de la Chine. Vous voyez, il faut aussi connaître la zone géographique d'études et pourquoi pas les régions d'un pays aussi, c'est important. Je sais que j'avais appris quasiment toutes les provinces chinoises et j'étais capable de vous les réciter et c'était d'ailleurs fort intéressant. Aujourd'hui j'aurai un peu plus de mal. Enfin en histoire, ce qu'il y a aussi de particulier, dans votre annonce de plan, il va falloir faire un découpage temporel et il va falloir le justifier. C'est-à-dire que quand vous faites un plan chronologique, en histoire je faisais tout le temps un plan chronologique parce que les plans thématiques, il faut vraiment que le sujet s'y prête. Partez le plus souvent sur un plan chronologique, surtout pour d'aussi grandes périodes de temps. Il faut choisir à quel moment vous arrêtez votre première partie et à quel moment vous commencez la deuxième. Et à quel moment vous arrêtez la deuxième et à quel moment vous commencez la troisième. Ce découpage ne doit pas être arbitraire et il doit correspondre à une date bien importante au vu du sujet. Et vous devez toujours justifier ce qu'on appelle charnière temporelle, donc dire bah là j'ai choisi cette date là parce qu'il y a un tournant au niveau de la modernisation, les occidentaux commencent à arriver, donc il se passe ceci, il se passe cela. Voilà, il faut vraiment que cette date soit justifiée et ne soit pas prise au hasard parce qu'elle correspondait à peu près au premier tiers de la période d'études. Non, non, il faut vraiment justifier et parfois on peut avoir une période un peu plus longue en grand 1 parce qu'il se passe plus de choses dans la deuxième période qui sera un peu plus courte. Mais il faut que les dates qui soient charnières, qui fassent la transition vers l'autre partie, soient vraiment significatives et que vous les justifiez en fonction d'un ou plusieurs événements qui interviennent cette année-là. Vraiment, c'est ce que je n'arrivais pas à faire au début, ce que je ne faisais pas, ce que je ne pensais pas qu'il fallait faire. Il faut toujours sans cesse justifier les événements. Ne pas simplement faire de la description, mais faire de la justification, de la réflexion. Donc voilà pour ce qui est de l'introduction en dissertation, j'espère que ça vous aura été utile. Je ferai peut-être une vidéo analyse de sujet, je choisirai un sujet et j'essaierai de travailler avec vous ou peut-être faire un live, comme vous souhaitez. N'hésitez pas à me poser en commentaire les questions que vous avez à propos de l'introduction de dissertation, si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt!